Bonjour. Nous allons parler maintenant de l'abordage d'une victime et notamment l'abordage de la victime, donc le bilan ABCDE. La méthodologie concernant ce bilan il comprend deux parties, le bilan primaire et le bilan secondaire. Anciennement, le bilan primaire correspondait au bilan d'urgence vitale et le bilan secondaire correspondait au bilan complémentaire. L'importance de cette méthodologie, nous allons le voir par la suite, justement dans la graduation entre le bilan primaire et le bilan secondaire. Le bilan primaire va correspondre à 5 thématiques. Nous allons suivre la molécule d'oxygène, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle rentre dans l'organisme par les voies aériennes supérieures, nous allons voir jusqu'à la circulation, nous allons suivre cette molécule d'oxygène qui va nous permettre de voir si éventuellement une détresse vitale ne s'est pas installée. Donc les 5 parties comprennent les voies aériennes supérieures, la respiration, la circulation, la conscience et l'exposition de la victime avec notamment le déshabillage. Bien évidemment, lorsque vous allez aborder une victime, première chose à regarder, est-ce qu'il y a une détresse vitale visible, c'est-à-dire est-ce que la victime saigne abondamment ou est-ce qu'il y a une victime qui s'étouffe. Et donc, dans ce moment, vous allez faire les gestes qui s'imposent, notamment arrêter une hémorragie ou mettre en place les méthodes de désobstruction des voies aériennes. Bien évidemment, selon le bilan circonstanciel, un maintien de tête sera effectué jusqu'à la levée de doute qui permettra de dire s'il faut effectivement continuer le maintien de tête avec une immobilisation ou sinon si on peut lâcher la tête. Le bilan primaire, donc c'est examiner les voies aériennes supérieures. Donc les voies aériennes supérieures, c'est essentiellement la bouche. Et donc quand vous allez aborder la victime, si la victime vous parle correctement ou qu'elle crie, on considère que les voies aériennes supérieures sont libres et donc la respiration se fait correctement et notamment l'air arrive correctement au niveau des poumons. Sans effet particulier sur les voies aériennes supérieures, donc on va passer au B. Bien évidemment, si dans les voies aériennes supérieures, lors de l'abordage de la victime, les voies aériennes sont encombrées par des sifflements, des gargouillements, des bruits particuliers, vous mettrez en place les méthodes de libération des voies aériennes que vous connaissez, notamment la bascule de la tête en arrière en cas de victime qui fait un malaise, une élévation du menton sur une victime qui est traumatisée, notamment la libération des reins chez une personne qui est assise dans un véhicule, et l'utilisation de l'aspirateur de mucosité pour vous aider justement à désencombrer les voies aériennes supérieures. Concernant la respiration, il va falloir regarder la cage thoracique et notamment regarder les poumons avec une appréciation visuelle du thorax, puisqu'on va regarder premièrement si les mouvements respiratoires sont symétriques, c'est-à-dire que si quand les mouvements respiratoires se soulèvent, on a une symétrie de ces mouvements ou une asymétrie des mouvements qui va nous permettre de dire qu'il y a effectivement une détresse vitale. On va regarder également visuellement si on a des notions de traumatisme, notamment au niveau du thorax, avec des contusions, des ecchymoses, des rougeurs qui peuvent être présentes, notamment lors de traumatisme, ce qui va vous imposer au préalable de déshabiller la victime, notamment au niveau du thorax, pour regarder ces éléments-là. Bien évidemment, dans la procédure de la mise en place de l'oxygène, on utilisera le saturomètre pour regarder le taux de saturation de la victime. Et si vous avez une saturation qui est inférieure à 94%, à ce moment-là, on mettra la victime sous oxygène. Concernant la fonction circulatoire, première chose à faire, c'est de palper le pouls radial. Vous palpez le pouls radial, si le pouls est présent, ça veut dire que la tension artérielle est supérieure à 8 et on considère qu'il n'y a pas de signe de détresse circulatoire évident et donc on va passer immédiatement à l'examen de la fonction neurologique. Mais si lors de votre contrôle du pouls radial, le pouls radial n'est pas perçu, on va immédiatement palper le pouls carotidien qui, si lui est perçu, ça voudra dire qu'il y a une victime qui est présente devant vous et qui a une tension artérielle qui est inférieure à 8 et qui vraisemblablement a un problème de détresse circulatoire. Il va falloir ce qu'on appelle palper les boîtes à sang. Les boîtes à sang, ce sont les éléments où peuvent se collecter le sang. Et donc nous avons l'abdomen, donc avec les 4 cadrans ici qui sont dessinés, où vous allez tout simplement palper pour rechercher éventuellement une douleur à la palpation, ou alors un abdomen qui va être un petit peu dur. Donc on va palper ces 4 cadrans. On va regarder au niveau des fémurs, palper les fémurs, voir si on n'a pas des grosseurs particulières qui pourraient être le signe d'une collection de sang. Et pour terminer, on va regarder sur le bassin en faisant une légère pression sur le bassin vers l'intérieur, que l'on arrêtera une fois qu'une petite douleur peut être ressentie par la victime, ou du moins exprimée par la victime, qui pourra éventuellement nous orienter vers une hémorragie, une fracture du bassin avec une hémorragie particulière. Bien évidemment, dans l'examen de la fonction circulatoire, vous allez regarder la couleur de la peau, le temps de recoloration cutanée en pinçant le lit de l'ongle, les sueurs, les transpirations de la victime, et surtout la température au toucher, c'est-à-dire qu'on ne va pas sortir
le thermomètre, mais tout simplement avec le dos de votre main, vous allez vérifier la température ambiante de la peau, voir si elle est froide, chaude ou si elle est normale. Concernant la fonction neurologique, bien évidemment, quand vous abordez votre victime, vous allez commencer à lui poser des questions. Si effectivement la victime vous pose des questions, vous avez commencé, sans vous en apercevoir, à faire cet examen de la fonction neurologique. Donc, est-ce que lors de ses réponses, elle a été orientée dans le temps et dans l'espace? Elle sait où elle va, elle sait comment elle s'appelle, connaît sa date de naissance. Donc, on va rechercher une notion de perte de connaissance initiale en lui posant des questions. Et surtout, on va regarder la motricité et la sensibilité au niveau des 4 membres, les 2 bras, les 2 jambes, voir si la personne a une bonne motricité, si quand on va y palper les extrémités, elle sent bien le toucher. Et bien évidemment, un élément important de la fonction neurologique, ça va être l'examen et la réactivité des pupilles, où on va regarder si les pupilles sont égales, inégales, et surtout si on a une réactivité, notamment au niveau de la lumière, alors la lumière du jour, et on va éviter d'utiliser des lumières à forte densité, notamment des lumières à LED, pour aller regarder ces pupilles, puisqu'on peut engendrer des dégâts au niveau des pupilles avec des faisceaux lumineux qui sont trop importants. Bien évidemment, pour faire ces éléments-là, il faut déshabiller la victime. Donc effectivement, le déshabillage de la victime, il y a une notion de pudeur pour la victime. Donc on va exposer les régions anatomiques, on va regarder ce qui se passe. Donc il se fait ce déshabillage tout au long de l'examen de la victime, en ayant à l'esprit que les parties que l'on va déshabiller pour palper, regarder, il faudra derrière recouvrir la victime avec une couverture DVSAV ou alors une couverture isothermique. Ce déshabillage, bien évidemment, aura une incidence sur l'aspect thermique de la victime, et donc il faut protéger contre le froid ou le chaud, hein, ce qui veut dire qu'une victime qui est au froid, on va la réchauffer, mais une victime également qui est sur le bord de la route en plein été, le véhicule aura été préalablement climatisé par nos ambulances, et donc pour la rentrer dans une atmosphère qui ne sera pas trop chaude. La préservation de l'intimité est importante, notamment quand on va examiner ces victimes, d'où l'importance de l'habillage et du déshabillage de la victime, notamment lors de ces éléments-là. Le bilan secondaire fait suite donc, au bilan primaire, avec c'est surtout un chiffrage des constantes, et donc surtout la respiration, la fréquence, l'amplitude et le rythme. Au niveau de la circulation, également, vous allez prendre le pouls, palper le pouls pour voir la fréquence, l'amplitude et le rythme. La tension artérielle aux 2 bras qui peut être un élément important pour le médecin régulateur. Bien évidemment, la mesure de la glycémie va pouvoir donner des indications au médecin régulateur. La température, si nécessaire, en fonction du circonstanciel. Et une chose importante, c'est une palpation de la victime de la tête aux pieds qui va nous permettre de découvrir des gonflements, des traumatismes, des petits saignements, des petites plaies que l'on n'aurait pas vues nécessairement lors du bilan primaire. Bien évidemment, et dans la continuité de ce bilan secondaire, il va falloir un petit peu questionner la victime, notamment avec 2 moyens mémotechniques qu'il va falloir que vous connaissiez, le MHTA et le PQRST. Donc le MHTA, est-ce que la victime a été malade? Est-ce qu'elle a déjà été hospitalisée? Est-ce qu'elle a un traitement? Est-ce qu'elle a des allergies? On va rajouter quelle est la dernière prise de repas qui peut être un élément important, notamment pour le médecin qui va intervenir si vous avez un renfort médicalisé qui vient sur place. Et le PQRST qui correspond à une focalisation sur la plainte principale de la victime, avec la plainte cette douleur est provoquée par quoi? Quelle est la qualité de cette douleur? Et là, on va utiliser soit des douleurs qui vont être diffuses, soit qui vont être pulsatiles. La région concernée, dans quelle région la personne a mal. La sévérité, c'est l'échelle de la douleur que vous verrez pendant votre cursus de formation, une échelle qui va de 0 à 10 et qui va permettre au médecin régulateur, selon la graduation de votre échelle de la douleur, d'envoyer un vecteur médicalisé ou paramédicalisé et depuis combien de temps la victime a cette douleur. Donc concernant le bilan ABC2, comme vous venez de le voir, 2 parties, le bilan primaire, le bilan secondaire. Le bilan primaire doit se faire très rapidement, c'est d'ordre de 1 minute, 1 minute 30, puisque l'objectif c'est tout simplement de détecter une détresse vitale, et une fois que ce bilan a été fait très rapidement, vous passez au bilan secondaire. Tous ces éléments-là, vous le verrez lors de mise en situation sur le terrain, lors de la formation en présentiel, ce qui va vous permettre tout simplement de mettre en application ces différents éléments lors de la formation. Je vous remercie de votre attention.